Donc, nous allons écouter maintenant Philippe Askenazi, qui est professeur à Paris-Jourdan sciences de l'économie au CNRS, à l'École d'économie de Paris, qui va nous présenter l'intervention qui s'intitule « Comparaison européenne sur la productivité du travail ». Bien, merci de m'avoir invité à cette manifestation. Donc, comme économiste, on m'avait donné une certaine prescription, il fallait que je donne des chiffres, que je donne des éléments macroéconomiques. Donc, je vais me mettre quand même dans l'habit de l'économiste, même si je suis un économiste quand même tendance, terrain et interaction avec d'autres disciplines, ergonomie ou psychologie du travail. Alors, les questions de productivité, souvent on les aborde en comparant la France à d'autres pays et on fait le constat cocorico que la France est un pays où on est plutôt plus productif que dans la plupart des autres pays européens, ce qui renvoie à une idée peut-être qu'on a une préférence pour l'intensité. Alors ce sujet-là est bien connu et je vais plutôt me concentrer sur des problématiques qui sont en train d'émerger justement avec la réflexion autour de la crise actuelle que l'on peut connaître. Donc je ne vais pas vous donner des réponses mais plutôt ouvrir un certain nombre de questions, peut-être des horizons qui sont plus joyeux entre guillemets que ce qu'on a pu faire comme description jusqu'à présent. On est plutôt une vision de montée de danger. Alors je vais commencer par ouvrir une sorte de double paradoxe. Alors, quel est-il? Alors, d'un côté, on l'a vu un tout petit peu à travers un certain nombre d'interventions lors de ces deux journées, on voit qu'il y a des mutations du travail. Alors, elles touchent tout autant le secteur privé que le secteur public, et bien souvent, elles se traduisent par des phénomènes que certains peuvent compacter autour de terminologies comme l'intensification du travail, des phénomènes d'une plus grande flexibilité, on précarise le travail, on précarise les organisations en ayant un recours accru à la sous-traitance. On parle aussi de phénomènes d'industrialisation des services avec l'arrivée de technologies, et on a parlé beaucoup des technologies de l'information et de la communication qui changent la nature du travail au sein des services, également dans l'industrie, mais principalement dans les services. Et puis si on parle des services publics, on a une privatisation au sens pas nécessairement on va privatiser les services publics, mais on leur donne des objectifs qui sont des objectifs de gestion proches de ceux du secteur privé. Donc on a toute une mécanique en quelque sorte de mutation du travail. Alors normalement, qu'est-ce qu'on doit attendre de ces mutations du travail? On a un tout petit peu parlé à certains moments, c'est la recherche de la performance, du rendement, d'une création de richesse pour la société. Ce qui m'amène à mon paradoxe, qui est que lorsqu'on regarde l'évolution de la productivité au sein des grandes économies développées, eh bien, on a des résultats qui sont très décevants. Je vous montrerai dans une seconde un graphique. On a des gains de productivité qui sont très faibles et bien en deçà de ce que l'on pouvait connaître dans les années 50-60, mais aussi en deçà de ce qu'on a pu connaître disons, première moitié des années 90. On a cru qu'on avait une résurgence de la productivité, puis vous allez voir dans le graphique bientôt, ça fait un tout petit peu pchit. Et on a à la fois, donc, pourquoi un double paradoxe? Non seulement celui-là, déjà, on en demande plus aux travailleurs et on ne voit rien sur les chiffres économiques globaux, et d'un autre côté, on pouvait penser que l'Europe allait rattraper les États-Unis, et ce n'est pas ce que l'on voit, c'est-à-dire que ces gains sont particulièrement décevants en Europe. Donc ça ouvre un certain nombre d'interrogations qui pourraient être, par exemple, qu'on demande d'une certaine manière trop aux travailleurs, et qu'à force de leur demander trop, eh bien, on se trouve avec une qualité du travail qui va être moindre, une création de richesse moindre, et donc on serait peut-être dans une forme de cercle vicieux. Il faudrait peut-être d'une certaine manière mettre une certaine pédale sur le frein pour qu'on ait une création de richesse plus importante. Alors je vais vous montrer immédiatement ce graphique. Donc il s'agit bien dans tout ce que je vais vous montrer de productivité horaire du travail. Alors, parce qu'il y a des réductions de temps de travail dans certains pays, dans d'autres il y a une légère augmentation. Bon, on corrige de tout ça et on regarde tout petit peu la croissance de la productivité horaire. Alors si vous regardez donc la courbe en bleu, c'est l'Europe des 15.
Vous voyez, on avait cru dans les années 90 qu'on pouvait retrouver des gains de productivité significatifs, et vous voyez, depuis 2000, ça se traîne. Je pense que 2008, les chiffres 2008 seront aussi pas très bons, donc on traîne, on a des gains qui sont historiquement bas d'une certaine manière, on est aux alentours de 1,5% de gains de productivité horaire tous les ans, alors même que, on investit, il y a des nouvelles technologies, on change le travail, etc., ça ne donne pas grand-chose. D'un autre côté, vous voyez, par exemple, les Américains, c'est quand même relativement spectaculaire. Donc, ils étaient au même niveau, à même type de croissance que les Européens dans les années 90, en tout cas, au moins dans la seconde moitié des années 90. Et puis, vous voyez, ils ont su, pendant encore quelques années de la décennie présente, avoir des gains tout à fait significatifs et retombent, comme nous, sur la fin de cette période. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont quand même très, très, très décevantes. Et déjà un différentiel entre Europe et États-Unis. Alors, je vais essayer un tout petit peu de ce double paradoxe. Vous voyez, Europe, États-Unis, changement et pourtant pas grand-chose sur les résultats économiques globaux. Bien, il faut un tout petit peu les creuser. Alors, je ne vais pas aller dans l'ultra-détail, mais vous montrer un certain nombre d'éléments. Alors, le premier, c'est celui sur les États-Unis. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de regarder un tout petit peu pourquoi les Américains se sont mis à croître plus vite que les Européens, un gros tiers, on s'approche pratiquement de la moitié de la différence, vient d'un secteur particulier. Enfin, c'est un gros secteur qui est le secteur de la finance, de l'assurance et de l'immobilier. Secteur dont on entend beaucoup parler actuellement et qu'on sait qui a, en quelque sorte, fait éclater l'économie mondiale et était à la source de la crise. Et lorsque vous comparez Europe et États-Unis, vous voyez, en gros, il n'y a pas de gain de productivité dans ce secteur-là aux États-Unis, et puis d'un seul coup, au début de ce siècle, il y a eu des gains de productivité très nets et rien du tout en Europe. Et là, on a une grosse partie de ce différentiel que je vous décrivais précédemment. Alors, si on sort ce secteur-là particulier, on obtient un différentiel qui est bien moins spectaculaire et finalement des évolutions qui sont tout aussi décevantes aux États-Unis qu'en Europe. Et il est fort à parier que dans ce résultat spectaculaire de ces secteurs financiers ou immobiliers, il y a une grosse partie qui, en fait, une force croissance, c'est-à-dire la bulle que l'on a connue, qui a éclaté, on a cru qu'on créait de la richesse, et en fait on ne l'avait pas créée au sein des États-Unis. En tout cas, vous voyez, on a ce secteur, qui est quand même un secteur que l'on dit être important pour l'économie, qui au moins en Europe, oublions maintenant les États-Unis, en se disant que c'est en grande partie artificiel, en Europe, vous voyez, c'est raplapla. C'est là on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, alors même que c'est un secteur où il y a des investissements énormes en technologie de l'information et de la communication, où on dépense beaucoup, donc où normalement on devrait voir quelque chose. Mais finalement, lorsqu'on regarde, finalement c'est un secteur où il y a des changements, des métiers ou autres, mais où on ne trouve pas tous ces éléments que l'on décrit, qui sont par les ergonomes ou les psychologues du travail, des éléments de nouveaux types de pression au travail. Et c'était déjà, si vous voulez, présente dans ce secteur-là, il y a peut-être moins de transformation profonde. Et donc, lorsqu'on essaye, vous voyez, on part de l'agrégé et on va progressivement par secteur, et bien on s'aperçoit que finalement, là où on a fait les plus grosses mutations du travail, et on les connaît, ces secteurs, c'est des secteurs qui sont, par exemple, c'est le secteur du commerce, on voit qu'il y a, on a véritablement industrialisé le secteur du commerce, notamment tout ce qui est grande distribution alimentaire. Le secteur des transports, lui, il a à la fois, pour la partie transport public, on lui met des critères de moins en moins de services publics pour les mettre de plus en plus de services privés et avec des réductions d'effectifs, des objectifs de rentabilité. Dans la partie privée, en quelque sorte, si on voit par exemple les transformations du secteur aérien, eh bien les métiers ont beaucoup changé, se sont plutôt pénibilisés, et tout ça, eh bien c'est quand même, in fine, lorsqu'on regarde secteur par secteur, eh bien là où il y a eu des transformations, eh bien on observe qu'il y a eu gain de productivité. Et donc finalement, vous voyez, il n'y a pas véritablement de paradoxe, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où effectivement il y a des mutations du travail. Ces mutations du travail, là où elles ont lieu, elles se traduisent par des créations de richesses supplémentaires. Alors vous voyez le problème du coup que l'on connaît depuis quelques années, d'une sorte de stagnation économique en Europe, que l'on risque de connaître encore un certain nombre d'années, eh bien
il n'est pas né d'une, disons, défectuosité du mouvement des changements organisationnels, des mutations du travail et des métiers dans ces secteurs, mais plutôt, vous voyez, de certains secteurs qui plombent la croissance. Et de manière assez étonnante, un des secteurs donc, qui plombe la croissance en Europe, c'est tout le secteur financier, si je veux appeler financier et compagnie, donc finance, assurance, immobilier, où là, on n'a pas de gains. Donc, vous voyez, on change un tout petit peu, finalement, de paradigme. Au lieu de dire, finalement, on ne voit pas de gain de productivité, il faut appeler à un travailler plus pour gagner plus, c'est ça l'avenir de la société. On a là une réinterrogation qui est, finalement, on se trouve avec deux classes de travailleurs qui semblent émerger. C'est-à-dire, d'un côté, les travailleurs à qui on demande de plus en plus, et puis d'autres qui, finalement, connaissent peut-être moins de mutations, ou, s'ils en connaissent, ne se traduisent pas par de la création de richesses. Donc, vous voyez, on repart, donc ce que je vous ai décrit là sur l'Europe, on peut la décliner par différents pays. Alors, je vous ai mis 3 pays assez différents, hein, la France, l'Allemagne, le Danemark, donc 2 grands pays, un plus petit pays. Ce que je vous décris là, donc j'ai mis commerce et le secteur financier. Donc vous voyez, dans tous ces pays, pourtant ils ont des structures institutionnelles très différentes, partout le secteur financier apporte peu de création de richesse, et même si on regarde Danemark, Allemagne, plutôt en négatif en fait, c'est plutôt de la destruction de richesse. Et si on regarde le secteur, par exemple, du commerce, et on aurait pu le faire tout autant pour le transport, par exemple, eh bien, on a les mêmes évolutions un petit peu partout en Europe. En fait, tous les pays avancent de la même manière, avec les mêmes types de transformations, et on trouve les gains là où, effectivement, le travail connaît des mutations. Donc, on se renvoie à nouveau vers une autre problématique, et finalement, qu'on n'a probablement pas de paradoxe, ce paradoxe de départ n'existe pas, mais là où on change de travail, on a bien des gains, mais on est vers une autre problématique, c'est-à-dire une problématique où on a une société où ceux qui apportent cette création de richesse sont ceux qui n'en ont pas la reconnaissance, et notamment pas la reconnaissance salariale. C'est-à-dire où est-ce que les salaires stagnent? Ce sont justement dans ces secteurs où on en demande de plus en plus. Et au contraire, où est-ce que les salaires ont tendance à augmenter, les modes de rémunération ont tendance à augmenter? Ce sont justement dans ces secteurs financiers, assurances, où là, on ne voit pourtant pas d'éléments de création de richesse. Donc, ce qui est le paradigme de base de l'économie, c'est-à-dire qu'en gros, on est payé selon la richesse, en quelque sorte, que l'on crée, eh bien, on voit que depuis une dizaine d'années, on est plutôt dans une situation de divergence. Donc là, vous voyez, ça permet aussi de donner potentiellement des éléments de compréhension de la crise actuelle. C'est-à-dire qu'on a un secteur où on paye de plus en plus les gens, qui pourtant lui-même n'apporte pas nettement plus à l'économie et à la société. Donc il y a un moment où, nécessairement, on doit connaître une rupture, c'est en soi pas nécessairement soutenable. Donc qu'est-ce que peut donner la crise actuelle? La crise actuelle, elle est en partie certainement liée à une explosion d'une bulle anormale, en quelque sorte. Elle peut, si on veut être optimiste, et peut-être je conclurai là-dessus, une réinterrogation de qu'est-ce qui est le travail productif, qu'est-ce qui, parmi les travailleurs, sont ceux qui apportent des gains de richesse nouveaux et ceux qui n'en apportent pas. Et là, on a potentiellement en germe un élément essentiel qui serait que finalement, dans la répartition des richesses, des rémunérations au sein des travailleurs, eh bien, au lieu d'avoir un transfert qui allait de ceux qui étaient de plus en plus productifs vers ceux qui n'apportaient pas de richesses supplémentaires, eh bien, on pourrait avoir à nouveau une mécanique, en quelque sorte standard, où ceux qui n'apportent pas plus de richesse à l'économie voient leur rémunération stagner. En revanche, ceux qui, par leur effort, par les mutations qu'on leur demande, apportent des gains globaux à la société, voient leur rémunération augmenter. Et là, je pense que si on a
ce changement en quelque sorte de fonctionnement des économies, et à nouveau, si on peut les tracer dans tous les pays, donc ce n'est pas particulier à la France, c'est toutes les grandes nations industrialisées, eh bien, on peut avoir un des paramètres, disons, essentiels du malaise au travail que beaucoup de disciplines décrivent, qui est finalement une non-reconnaissance du travail. Lorsque vous prenez l'enquête européenne sur les conditions de travail, c'est frappant de voir le nombre important de salariés qui déclarent ne pas être assez payés compte tenu de l'effort qu'ils font. Eh bien, potentiellement, par les changements actuels, peut-être même de paradigme économique, de compréhension des mécanismes économiques, eh bien, on pourrait avoir une mécanique qui va vers une reconnaissance, au moins dans le domaine salarial, des efforts consentis par ces salariés dans ces secteurs qui sont, pour beaucoup, plutôt au niveau des salariés peu rémunérés. Et donc, vous voyez un message qui plutôt peut potentiellement, dans les crises actuelles, déboucher vers une situation qui pourrait réduire les tensions au travail, non pas qu'on va demander moins aux travailleurs, mais que l'on va les reconnaître plus, au moins sur la dimension rémunération. En tout cas, je pense que pour l'ensemble de nos disciplines, c'est intéressant de voir ces évolutions en quelque sorte macroéconomiques pour voir que le fonctionnement global de l'économie est aussi porteur d'éléments de contrainte et d'éléments de malaise naissant au sein des entreprises. Donc on peut aller à la fois du micro vers le macro, mais aussi s'interroger si le macro n'a pas beaucoup d'influence sur ce que l'on peut décrire comme vécu du travail. Merci.